Dites-moi, ne vous êtes-vous jamais posé ce genre de questions? À savoir qui est la première star de cinéma au monde? Je sais que parmi vous, il y en a qui le savent déjà, mais pour ceux qui s'interrogent encore, tenez-vous bien, la première star mondiale de l'histoire du cinéma était un Français, à savoir Gabriel Maximilien Leviel, Max Linder. Cocorico. En effet, en 2019, le docteur Andrew Shell de l'université de Newcastle, en Angleterre, a découvert à travers la collection personnelle de la fille de l'acteur, Maud Linder, une affiche du film Le Petit Jeune Homme. Cette affiche, très probablement datée de 1909, comporte le nom et l'image de Max Linder. Il faut savoir que l'acteur travaillait pour Pathé depuis 1905, et qu'il n'y avait au départ aucune affiche, autre publicité ou générique mentionnant son nom de scène en entier. On se contentait juste d'un simple Max, le nom de son personnage. Notez bien qu'à l'époque, les studios avaient peur que la célébrité entraînerait des demandes de salaire plus élevées, surtout qu'il existait des acteurs du muet n'assumant plus trop de faire le pitre devant la caméra. Mais les spectateurs reconnaissaient ce Max d'un film à l'autre. Moustachu, élégant, soigné, chapeau haut de forme, beau costume, belle cravate, mais très souvent maladroit, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était notre Charlot à nous, qui inspira d'ailleurs le Charlot qu'on connaît tous. Bref, une image simple, facile à retenir, ce qui permit à la maison Pathé à promouvoir ses films en utilisant le nom et l'image de l'acteur, à travers différents supports publicitaires, dont l'affiche du Petit Jeune Homme, prouvant aujourd'hui que Max Linder est officiellement la première star de l'histoire du cinéma. Sauf qu'il fut un temps, on ne mentionnait pas toujours le nom de Linder, mais d'une actrice américaine qui, cela dit, mérite toujours le titre de première star d'Hollywood, ou voire même première femme star du cinéma au monde. J'appelle à la barre Florence Lawrence. Née en 1886 à Hamilton, dans la province canadienne de l'Ontario, Florence Annie Bridgewood était la fille d'un Anglais, George Bridgewood, et d'une actrice de vaudeville, Charlotte Bridgewood, connue à l'époque sous le nom de scène de Lotta Lawrence, non seulement actrice principale de ses pièces, mais également directrice de son théâtre appelé jadis la Lawrence Dramatic Company. Vers ses 3-4 ans, Florence devint elle aussi comédienne, porta le nom de scène de sa mère, devenant donc Florence Lawrence. Elle chanta, dansa, joua avec sa mère, puis à l'âge de 6 ans, on la surnomma Baby Flo, l'enfant prodige. Arrive 1898 avec la mort de son père George à son domicile alors qu'il était séparé de Charlotte, dû à un empoisonnement accidentel au gaz de houille. Ouïouïouï. Quelques années passèrent, Florence ayant fini ses études à Buffalo et sa mère dissout sa compagnie de théâtre, les deux émigrèrent vers New York aux alentours de 1906, et c'est alors qu'une toute nouvelle vie commença. Impressionnée par les avancées de l'industrie cinématographique devenant de plus en plus importante, Florence décida, toujours en 1906, de travailler chez Vitagraph, à jouer la comédie devant la caméra, et fera de même chez Edison Company, maison très connue pour ses premiers films au kinétoscope. Bilan de cette petite aventure, près de 50 films dans des petits rôles ou même des grands rôles, avec ou sans sa mère, avec ou sans cheval, parce qu'elle savait monter à cheval et que certains de ses films demandaient quelques compétences équestres, il n'est pas question pour Florence de s'arrêter là. En 1908, arrive dans les studios Vitagraph Harry Salter, à ne pas confondre avec Harry Potter, C'est drôle. acteur envoyé par une autre société cinématographique à la recherche d'une jeune et belle cavalière. Il faisait bien évidemment référence à Florence Lawrence, ayant apparemment séduit l'American Mutoscope and Biograph Company, notamment le réalisateur et patron de la boîte à l'époque, David W. Griffiths, qui n'est pas n'importe qui. Pour faire court, Griffiths fut l'une des figures les plus influentes de l'histoire du cinéma, ayant grandement amélioré le processus de création d'un film, que ce soit dans l'écriture de scénario, permettant au film de durer beaucoup plus longtemps que d'habitude, dans la réalisation, permettant de créer vers 1914 les premières superproductions, c'est-à-dire des films au budget important, ou encore dans le montage, modernisé de plus en plus pour mieux raconter des histoires. Griffiths a notamment réalisé en 1915 le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, un film culte de 3 heures intitulé Naissance d'une nation. Puis pour finir, en 1919, il fonda avec Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Mary Pickford la célèbre société United Artists. Donc ouais, c'est pas n'importe qui. Et tant mieux pour Flo, qui tourna dans plusieurs films signés Griffiths, le plus souvent dans des rôles principaux, jusqu'à devenir la femme la plus populaire des studios Biograph, notamment après le très acclamé Résurrection de 1909, du même réalisateur donc, très courte adaptation du roman homonyme de Léon Tolstoï. Les admirateurs très curieux souhaitèrent en connaître un peu plus sur l'identité de la vedette, mais les studios refusèrent de dévoiler son nom publiquement pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Et ce fut à ce moment-là qu'on surnomma la mystérieuse actrice la Biograph Girl. Puis, au cours de l'année 1909, Florence se lassa presque des rôles que Griffiths lui proposait et préféra donc voir ailleurs. Elle et son mari, Harry Salter, félicitations, quittèrent les studios Biograph et rejoignirent l'année suivante l'IMP, l'Independent Moving Pictures Company, société fondée par Carl Hummel à la recherche d'acteurs et cinéastes expérimentés.
Société qui d'ailleurs fusionnera avec d'autres compagnies cinématographiques pour former El Famoso Universal. Mais n'allons pas trop vite. Et Carl Immel, fier d'accueillir Madame Lawrence dans son studio, faisait tout pour qu'elle devienne la plus grande actrice de cinéma au monde. Elle lui promit une affiche, un chapiteau, de la publicité et $1000 par semaine. $1000 de l'époque. Mais tout ça, c'est beaucoup d'argent. Il fallait donc un plan stratégique pour transformer notre belle actrice en une véritable vedette. Immel organisa alors une supercherie publicitaire, et voici ce qu'il a fait. Pour commencer, il lança une rumeur créée de toutes pièces, annonçant la mort accidentelle de la fameuse Biograph Girl. La nouvelle, suffisamment répandue par la presse américaine, le même Carl Immel démentit sa propre rumeur, affirmant que Miss Lawrence, entre guillemets, surnommée désormais la IMP Girl, est toujours vivante et en plein tournage avec son mari. Et il ajouta que cette histoire d'accident n'était qu'un vulgaire mensonge inventé par les studios rivaux, en particulier les studios Biograph. Oh le salaud. Mais les fans, eux, commencèrent à s'inquiéter, à se demander si leur idole était bien vivante ou malheureusement décédée. Pour en avoir le cœur net, il fallait la voir en chair et en os. Arriva la chute à toute cette histoire, Immel s'arrangea pour que Florence, accompagnée d'Harry, se présente publiquement à la gare de Saint-Louis au Missouri, en mars 1910, faire la promotion de son film. Résultat, une foule en délire, des acclamations à effrayer l'actrice, mission accomplie, la publicité fonctionne à merveille. Ainsi naquit la première star d'Hollywood. Mais après cet immense succès, va-t-elle rester encore plus longtemps la IMP Girl ? Question rhétorique. En effet, au bout de 11 mois, après avoir tourné dans environ 50 films, Flo et Harry quittèrent les studios pour travailler chez Lubin Studios, dirigé par son fondateur Sigmund Lubin, considéré à l'époque comme le plus sage des producteurs de l'histoire du cinéma. Après avoir tourné près de 48 nouveaux films, le couple Solter-Lawrence fonda en 1912, avec le soutien de Carl Immel, la nouvelle petite société cinématographique La Victor Film Company, à Fort Lee, dans le New Jersey. Sauf que durant cette période-là, toute l'industrie cinématographique prit déjà beaucoup plus d'ampleur, avec par exemple Chaplin ou Mary Pickford commençant à se faire connaître, Griffith avec la sortie de son fameux blockbuster, ou encore bien sûr, je vous en ai parlé tout à l'heure, plusieurs studios de cinéma dont l'IMP fusionnant pour devenir Universal. Quelques films ont effectivement été tournés chez Victor Film Company, sauf que ça n'apportait pas grand-chose. Lawrence a dû s'y retirer, laissant son mari gérer son affaire, lui prenant la lourde décision de vendre le studio à Universal entre 1913 et 1914, jusqu'à ne plus exister en 1917. Et Lawrence, de son côté, fut victime d'un grave accident chez Universal en 1915. Et ce n'est pas une blague de mauvais goût signée Carl Immel, non, cette fois-ci, il est question d'un incendie qui aurait été déclaré lors d'un tournage, et l'actrice se serait sortie la peau brûlée, les cheveux à moitié consumés, et la colonne fracturée due à une chute. Et comme si ça ne suffisait pas pour elle, les studios Universal auraient refusé de payer ses frais médicaux. Ah putain. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'en plus d'être la première star d'Hollywood, elle fut également la première star déchue. De retour chez Universal, malgré la pression du travail, elle continua corps et âme à incarner quelques rôles. Elle y mettait tout son cœur jusqu'à s'effondrer devant les caméras. Fatiguée physiquement et psychologiquement, elle arrêta de jouer pendant près de 5 ans. Durant ces 5 années, elle se sépara de son mari Harry Solter, qui sera d'ailleurs victime d'un infarctus cérébral en 1920. Arrive l'année 1921 avec le retour de Florence dans le monde du cinéma, cela dit encore dans de petits rôles et malheureusement son nom était presque devenu inconnu. Mais c'était avant tout une battante et repartit donc de zéro. Après tout, elle a commencé sa carrière en 1906 et est devenue une star 4 ans plus tard. Peut-être aura-t-elle l'occasion de surprendre de nouveau à la galerie. Eh bien, au milieu des années 20, avec l'apparition du parlant ayant effrayé voire tué de nombreuses stars du muet, puis le début de la Grande Dépression en 1929 aux États-Unis, je ne vais pas vous mentir, c'était mort pour Florence. En même temps, de cette période-là jusqu'au milieu des années 30, sa vie privée n'était pas aussi joyeuse qu'elle espérait. En 1921, elle épousa un vendeur d'automobiles du nom de Charles B. Woodring. Avec l'argent gagné au cours de sa carrière cinématographique, elle ouvrit, avec son nouveau mari, son premier magasin de cosmétiques à Los Angeles, qui deviendra au final beaucoup d'argent perdu après le fameux crash boursier de 1929. Cette année-là, elle divorça, quant à Lotta, elle décéda. Parce que la vie, c'est du caca. Alors, c'est du caca, mais c'est aussi un bel enfoiré, car en 1933, Florence se maria pour la 3e et dernière fois avec un certain Henry Bolton, qui avait une addiction particulière pour les boissons alcoolisées et qu'il ne fallait pas l'emmerder. Et la pauvre Florence a dégusté. Ils se sont séparés au bout de 5 mois. En revenant à sa vie d'actrice en 1936, le producteur, Louis B. Mayer, à l'époque directeur du célèbre studio à tête de lion, la Metro-Goldwyn-Mayer, offrit plein de rôles réservés principalement aux anciens acteurs et anciennes actrices du muet, Florence Lawrence dans le tas, bien évidemment. Des rôles secondaires, voire même de la figuration pour des films parlants, Lawrence toucha environ $75 par semaine, mena plutôt la belle vie, et tant mieux. Enfin tant mieux.
jusqu'à qu'elle tombe malade. Hélas oui, en 1937, elle fut victime d'une maladie rare de la moelle osseuse, très probablement de la myélofibrose primitive. Une maladie incurable, surtout à l'époque, affaiblissant petit à petit la pauvre actrice. Elle subit l'année suivante d'atroces douleurs, la poussant alors à se suicider en avalant une dose importante d'insecticide. La MGM ainsi que d'anciens fans apprirent la nouvelle dans les journaux le 29 décembre 1938, le lendemain de sa mort. Comme quoi la vie de star n'est pas toujours aussi joyeuse qu'on aime le croire. Cela dit, Florence n'a pas uniquement poursuivi une carrière d'actrice. Elle travaillait certes dans son magasin de cosmétiques, mais savez-vous qu'elle fut l'une des premières femmes à conduire une voiture ? En 1910 ? En effet, devenue une star à l'époque, Florence acheta sa toute première voiture. Elle devint ensuite passionnée d'automobile, comme sa mère, et développa 2 inventions devenues jusqu'à aujourd'hui des dispositifs indispensables pour la sécurité routière. À savoir l'ancêtre du clignotant, le bras de signalisation automatique, puis un autre signal à l'arrière de la voiture, un panneau stop qui se lève lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein. 2 inventions n'ayant jamais été brevetées par leur auteur, mais qui seront réutilisées voire améliorées quelques années plus tard, surtout vers les années 50. Cela dit, ce que je vous raconte là ne sont que de petites anecdotes, car encore une fois, ce qu'on aime retenir lorsqu'on évoque Florence Lawrence, c'est évidemment son image de vedette du cinéma, au point d'avoir droit à sa tombe au Hollywood Forever Cemetery. Alors oui, les personnes ayant une excellente vue et une excellente mémoire devraient bloquer sur sa date de naissance, 1890 au lieu de 1886. La vérité, c'est que Miss Lawrence à l'époque entretenait une forme de mystère concernant son âge, ce qui expliquerait cette inexactitude. C'était en quelque sorte sa manière de séduire son public. Elle était inaccessible, intouchable, énigmatique, des adjectifs que les spectateurs les plus curieux aimaient reprendre lorsqu'ils la voyaient jouer, en particulier dans des productions muettes signées Biograph Studios. C'est alors que sont inscrits sur la tombe de Florence le premier surnom qu'on lui donna au cinéma, ainsi qu'un titre honorifique, The Biograph Girl, the first movie star. How's chances for one of those glances, a glimpse of heaven I'm longing to see? How's chances to end all your romances and start taking your chances with me?